Et hello à toutes et à tous, c'est Xa sur Pépitor, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve comme d'habitude pour notre petite vidéo du week-end consacrée à l'analyse technique des marchés. Et puis la liste que je suis un peu au quotidien, que j'actualise comme d'hab toutes les semaines avec les valeurs dont j'ai envie de vous parler cette semaine qui n'étaient pas présentes dans la liste la semaine dernière, surlignées en bleu comme d'habitude. Euh, Alors tout de suite, on commence avec le CAC. Le CAC qui avait très très mal fini vendredi dernier, qui avait cassé, on se disait, hein, qui avait cassé le support des 7000 les plus bas là du 17 janvier par le bas. Euh, et qui a un petit peu accentué, sa chute lundi, hein, c'est un petit peu paniqué, avec plusieurs éléments importants. Un, les chutes historiques sur les marchés asiatiques, notamment japonais, coréens et taïwanais. Euh, bon, en réalité, ça venait surtout du Japon avec les débouclages du carry trade. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est assez long à expliquer. Il y a pas mal c'est assez bien référencé. Vous trouvez beaucoup d'informations là-dessus, que ce soit sur Twitter ou YouTube. J'ai regardé un petit peu, c'est très bien référencé pour vous expliquer un petit peu ce phénomène de carry trade au Japon. Et du coup, pourquoi les bourses asiatiques ont plus chuté qu'ailleurs par rapport à ça? Tout simplement parce que la Corée et Taïwan, c'est par exemple, deux pays qui sont beaucoup plus proches commercialement parlant, économiquement parlant du Japon, que ne l'est, ou dépendant que ne l'est l'Europe. Donc c'est l'Occident de manière générale. Donc c'est normal qu'il y ait eu des secousses un petit peu plus puissantes à Taïwan et en Corée du Sud par rapport au Japon que chez nous en Europe, hein, parce que nous on perdait là au plus bas lundi sur le CAC, on perdait je crois un tout petit peu plus de 3%, là où la Corée et Taïwan étaient à -8, -7, -8 je crois de mémoire. Voilà, en tout cas, bon, ça a bien, bon, parce qu'il n'y avait pas que ça, hein, il y a aussi eu pas mal d'indicateurs économiques qui commencent à pointer vers une récession à venir à court terme, une récession à venir économique aux États-Unis. Et puis voilà, il y a eu un petit emballement aussi, le VIX, donc l'indice de la peur qui s'est un peu emballé, qui a pris je crois 60% d'une séance et qui a grimpé sur des plus hauts niveaux, sur des niveaux, enfin à une vitesse assez, qui a grimpé avec une vitesse assez importante, plus importante que ce qui a été observé, pardon, en 2008 et en 2020, lors des subprimes et lors de la crise du Covid. Donc voilà un petit peu pour expliquer le mouvement du panique de début de semaine. Après, ce qui est intéressant, c'est que le CAC est remonté tout le reste de la semaine, mais attention cependant, parce que bon, depuis les plus bas là depuis les plus bas de la semaine, alors ok, certes, on reprend 3% 30, mais on revient juste à ce stade faire un throwback sur la zone qu'on avait cassé à la baisse. Du coup, techniquement, le mouvement à ce stade est validé et à ce stade, c'est du coup assez probable euh, qu'on reparte vers le bas pour au moins commencer à travailler cette zone, hein, en mode range, hein. Moi, les indices, surtout le CAC, j'aime bien les voir en mode range. Après, peut-être que je me trompe, on reprend la même set, donc peut-être qu'on va réussir à reprendre tout de suite les 7300 points, à effacer vraiment cette baisse et plutôt construire entre la zone 7300, 7000, 7450, 7500. Voilà un petit peu pour mon scénario à court terme sur le CAC 40. Ensuite, je maintiens aussi que s'il fallait qu'on aille plus bas à court terme, la zone des 6800 points serait une zone, je pense, âprement défendue par le marché, par les investisseurs, donc une excellente zone de soutien et d'achat en théorie sur les titres pour au moins jouer un rebond peut-être un petit peu plus puissant que juste un rebond technique. Voilà pour le CAC 40. Allez, tout de suite la liste. La première, Lama Group qui finit bien la semaine avec une bougie à plus 6%, un petit peu de volume. Moi, bon. Ce titre, c'est vrai que je l'avais repris un petit peu en mode suivi assez tard parce que j'avais loupé tout le mouvement haussier. Je crois qu'on était vers là au moment où j'avais repris le suivi du titre. Oui, parce que j'avais parlé de l'éventuel appui sur la MM20. Le problème, c'est que maintenant,
On a un petit peu cassé cette dynamique de court terme, hein. Vous voyez, on a cassé la MM20, la MM7 qui est baissière. À court terme, on était venu sur cette zone-là que je voyais comme un support, plus ou moins. Ouais, techniquement, l'Oldossi me fait pas très très envie là maintenant tout de suite. Par contre, ce qui est à noter, c'est que on a la bande de Bollinger inférieure qui est plutôt en mode support à ce stade avec la zone des 0,97. Donc peut-être un appui à jouer sur cette zone 0,95, 0,97 pour derrière éventuellement jouer une reprise. Mais là, ça me paraît un petit peu tard. C'est juste, si je regarde en hebdo. En hebdo, on fait pas une très belle bougie. Vous voyez, on ouvre sous la même 7, on clôture sous la même 7. Il faudra vraiment réussir à se reprendre la semaine prochaine pour essayer de garder la dynamique. Sinon, après, je verrai en hebdo, on aurait au cas où, on peut se noter ça aussi, une grosse zone si on revenait sur les 0,80 là qu'on voit, qu'on peut matérialiser assez facilement. Tac, tac, tac. Voilà pour l'AMA Group, ça reste très spéculatif, ça reste un titre qui est pas donc qui est dans des bonnes dispositions à court terme, mais c'est pas non plus ouf, ouf, oufissime. Je pense que vu l'ampleur de la hausse et les volumes qui sont rentrés, ce serait peut-être, comme je disais, peut-être que cette zone des 0,80 serait vraiment tip top. En plus, on effacerait environ 50, enfin voilà, on retracerait environ 50% du mouvement. Ensuite, ça c'est la grosse satisfaction de la semaine Médian Technologies parce que ça fait un moment que j'en parle. J'avais parlé de l'appui sur la même set ici le jeudi et j'avais parlé de 2 choses la semaine dernière. J'avais parlé soit de l'éventuel dépassement des 4,30 €, soit du retour sur les 3,70 €. Pourquoi les 3,70 €? Parce qu'en unité de temps 1 heure, on avait cette figure-là en gros, donc on avait très bien remarqué cette résistance des 3,25, 3,30. Hem Et ce support des 3,70 qui a été doublement touché là dans la journée de lundi, quand c'est un petit peu paniqué sur les marchés. Donc je me dis que peut-être certains d'entre vous ont réussi à choper cette zone. Si tel est le cas, bah bravo parce que on a eu une news 2 jours plus tard, mercredi, et du coup, si vous avez en gros chopé cette zone, que vous êtes encore dedans, vous preniez 42% sur le reste de la semaine. Donc bravo. Et sinon, il y avait l'option B. L'option B, on le voit en plus, qui est assez on a eu une belle news qui dans un premier temps, voilà, on a ouvert sur les 4,30 €, on s'est maintenu sur cette zone-là et puis à partir du 13 h, milieu de séance, là on a vraiment commencé à accélérer avec des volumes, donc le marché a un petit peu salué la news au ralenti. Donc moi ça c'est quelque chose que je trouve des fois intéressant voilà, là il y a une news, on ouvre juste au-dessus de la résistance, avec un gap haussier. Bah, si on voit que la zone tient, les 4,20, les 4,15, bah, pourquoi pas, c'est toujours intéressant de tenter quelque chose, surtout que là on reprenait la même set et puis derrière, bah, pareil, si vous aviez payé à l'open, vous gagnez plus 23% sur le reste de la semaine, donc bravo. La dynamique est clairement changée désormais à court terme, ça a été assez brusque, mais je pense que les volumes renforce vraiment la pertinence du mouvement et du changement de tendance. OK, certes, c'est brut, OK, moi j'aime bien quand ça prend le temps de construire et qu'on fasse derrière un beau mouvement. Là, c'est extrêmement brut, mais je pense justement que les volumes qui rentrent sont vraiment l'indicateur clé, dans ce genre de configuration parce que c'est vraiment des volumes historiques et du coup, ça nous indique que, là, le marché est vraiment en train de changer complètement d'opinion sans passer par cette phase de latéralisation qui est souvent très saine. Hem, voilà, je rappelle qu'il y a des news qui sont, il me semble, attendues potentiellement sur août. Donc si vous êtes dedans, ben, à vous de voir comment vous vous adaptez par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je connais même pas exactement très bien ce qui est attendu. Donc je pense que ça peut continuer à spéculer sur le titre. Après, il faut être réaliste. Et c'est très probable que voilà, c'est un titre qui en cas de consolidation peut facilement perdre 20-25%, sans que ça ne remette en cause ou en question le mouvement et la comment je peux dire? La mécanique du mouvement. Donc voilà, à vous de important d'en avoir conscience. Là, en daily, bon, moi je voyais cette zone des 5 € sur laquelle j'ai personnellement allégé un petit peu. J'en ai pas mal parlé aussi sur le salon MTT et il y a pas mal d'abonnés qui ont aussi pu profiter du mouvement. Bon là l'idée, c'est de toute façon si vous vendez un titre qui est vraiment dans une
grosse phase haussière comme ça, c'est quasiment quoi qu'il arrive, essayer de garder un petit peu des titres, au moins garder un reliquat. Là, on approche des 5,50 €, donc pour moi qui serait une deuxième zone de résistance importante. Et après, sinon, voilà, en cas de bonne news sur le dossier, je sais pas combien, j'ai aucune idée de combien ça peut pricer, hein, je parle vraiment résistance technique. Je vois les 6,50 € ensuite, qu'on voit encore mieux en hebdo. Voilà, les 6 €, 6,50 €, 6,60 €. Et après, au-dessus, il y aurait peut-être, on n'y est pas du tout, mais la MM200 hebdo et les 8,90, 9 €, voire peut-être même 9,30 €. Voilà, cette zone 8,80, 9,30, qui pourrait être une zone âprement, comment je peux dire, sollicitée par les investisseurs. Et honnêtement, vu le mouvement, vu les volumes qui rentrent, j'ai pas peur de dire que c'est quelque chose qui peut être possible en cas de bonne news, ou en cas d'emballement sur le dossier, qui peut être possible de manière assez rapide même. Même si je pense que là, les 6,50 €, faudra du lourd pour les passer. Voilà, à suivre. Et en mensuel, on constate aussi, hein, que le mouvement commence aussi à se matérialiser assez fortement en mensuel avec le dépassement de la MM20 actuellement. Donc l'objectif, ça va être de tenir ça d'ici la fin du mois. Ensuite, ah oui, et puis donner éventuellement une zone de, si on revenait, moi je verrais du coup en zone de conso potentielle, si on revenait sur les 4,60 €. À très court terme, là, lundi, mardi, si vraiment ça devait bon, j'y crois pas trop, hein, mais si vraiment ça, vu la puissance du mouvement, je pense qu'il y a quand même des chances qu'on continue lundi. Mais s'il fallait qu'on revienne à court terme sur les 4,60, sinon après, en dessous, il y aurait le gap à combler sur les 4,05 €. Mais on en est loin. C'est deux zones que je surveille au cas où il faut reprendre des titres à ce stade-là. Ensuite, on a Elis qui est venu parfaitement se caler lundi sur le point qu'on avait repéré la semaine dernière à 19,90 entre le support horizontal et la MM200. Donc bravo à vous si certains ont pu choper des titres. Vu la config technique, il y a de fortes chances que ça latéralise un petit peu, mais le support, la zone est là, donc je pense que ça va se solidifier par rapport à ça. Et derrière, si les marchés sont pas trop chiants, je pense qu'on pourrait repartir fortement sur Elis. Je vois un gap à venir combler là aux alentours des 22,70. Et après, pourquoi pas une nouvelle accélération au-dessus des plus hauts. Bon, Elis, c'est un titre qui, voilà, c'est pas un titre qui est très virulent, c'est pas un titre qui va très très vite, mais par contre, force est de constater que c'est un titre qui surperforme le marché en ce moment, qui baisse moins que les autres quand les marchés baissent. Donc avoir ça en tête. Et puis bon, voilà, si vous avez chopé le point là, on va dire à 20 €, ça vous fait quand même un beau potentiel d'une quinzaine de pourcents à court terme. Alors c'est sûr, ça va pas aussi vite que du médian technologie, que du US Immuno, que ce genre de truc, mais voilà, il en faut un petit peu pour tous les goûts. Donc des fois des valeurs un petit peu moins volatiles, ça correspond aussi beaucoup plus à certains styles de trading ou d'investissement de certains intervenants de marché, dont vous faites peut-être partie. Technip Énergie, alors la semaine dernière, je me souviens qu'on avait parlé de cette zone des 20,30 €. Technip, ça peut être assez capable de faire des gros écarts en séance. Elle l'a fait là lundi avec dans la panique un petit peu des marchés, on a ouvert sous le support avant de revenir au contact. Bon, globalement, voilà, moi j'avais parlé des 20,30 €. On a fait 5% plus bas, au plus bas que cette zone-là. Donc peut-être que certains d'entre vous ont acheté la zone. En théorie, si vous êtes rentré, j'imagine que si vous aviez un ordre lundi disposé sur 20,30 €, normalement vous êtes rentré à l'ouverture à 19,60. Donc vous gagnez déjà plus 5%. On reprend le support, c'est pas mal. Il y a le gap baissier à venir combler ici à 22,10 €. Et après, il y aura le haut de range à venir chercher, plus potentiellement plus, si les marchés voulaient finir l'année sans être trop chiant. Voilà, je pense que au moins là, à ce stade, ce que vous pouvez faire si vous êtes rentré, c'est au moins remonter votre stop à 0. Pareil sur un titre comme Elis.
début de semaine prochaine sera assez crucial parce que, vous voyez, on est juste sur la même set qui est baissière, donc c'est soit on va réussir à la reprendre et ce sera un beau signal de continuation, soit elle va vraiment faire barrage et renvoyer les cours, direction les 20 €, 20,30 € dans un premier temps. Ensuite, s'il fallait vraiment qu'on casse ce range, derrière, je surveillerais, la zone des 18 €, pardon. Je voulais juste voir un truc aussi, c'était sur le CAC 40, ouais, juste pour dire que l'année est assez incroyable, hein, parce que vous voyez que par rapport au plus haut de l'année, on gagnait plus 10%. Bah, désormais, on a reperdu 12% et sur l'année, on perd désormais 3,6%. Donc pas une année facile, hein. Vraiment loin d'être une année facile, surtout que le mouvement baissier s'est fait extrêmement rapidement avec des baisses extrêmement brusques, qui sont pas forcément représentatives même encore aujourd'hui des prix sur lesquels on est. Donc des fois, s'il y a des stops qui sautent ou des ventes un petit peu en mode panique dans ce genre de config, bah, c'est très probable que si ça vous est arrivé, que du coup vous sous-performiez l'indice, au moins à court terme. Hem Ouais, voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas faut bien avoir conscience que c'est pas une année facile et que c'est des mouvements qui sont assez difficiles à gérer. D'où l'importance de encore plus travailler ses graphes et surtout sélectionner ses valeurs. Maintenant avec du recul et de l'expérience, je suis bah, pour l'avoir vécu, c'est pas être persuadé, c'est une évidence, c'est une réalité. C'est que vous aurez beaucoup plus de facilité à surperformer, voire même à gagner en ces temps un petit peu, un petit peu compliqués comme il se passe sur les marchés, en sélectionnant vos titres et vraiment en partant, bah, sur les valeurs qui tiennent le mieux, qui surperforment le mieux. Je pense à Edith, je pense même à des valeurs, comme Medincell, comme Sanofi, comme voilà, il y en a comme Essilor, il y en a quelques-unes dans cette liste. Hem et voilà justement et du coup, ça peut vous permettre, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, ça peut vous permettre de quand vous avez, le ressenti, c'est très inconscient, on a du mal à s'en rendre compte, mais le ressenti de faire mieux que la norme dans les périodes qui sont difficiles, ça vous booste inconsciemment et du coup, en plus, ça peut vous permettre derrière de pas avoir froid aux yeux pour éventuellement profiter de mouvements un petit peu plus spéculatifs, comme on a pu le voir là récemment sur Médian Technologies par exemple. OK, Technip, on a fait. Je passe à Medincell. Bon, bah, voilà, Medincell, hein, qui quand je parle de surperformance, bah, on est quand même sur un dossier qui, depuis le début de l'année, gagne 115%, 116% et quelques, et qui, je pense, a encore du potentiel. Là, le CAC en perd 3. Bon, techniquement, c'est toujours dur à payer, hein, mais il y avait une zone ici, là, il y avait une zone ici il y avait une zone à payer là lundi. Bon, c'est un petit peu paniqué. C'est toujours, c'est toujours difficile, hein. Moi, je l'ai pas fait, hein. C'est toujours difficile d'être acheteur en mode panique. Moi, je préfère observer, au moins dans un premier temps, souvent une séance ou deux, et après regarder ce qui se dégage un petit peu par rapport à ça, parce que vous allez, quand vous avez vraiment une mauvaise séance comme ça, où vous avez les indices qui perdent 3-4%, vous avez à peu près tout qui baisse. Mais après, quand ça commence un petit peu à rebondir ou au moins se stabiliser, vous avez des titres comme, là on en parle, comme Stellantis qui arrête pas de baisser, qui continue, et d'autres qui arrivent à se reprendre un petit peu, et c'est les titres les plus forts sur lesquels il faut aller. Medincell en faisait un petit peu partie là depuis les plus bas de la semaine, on a quand même repris 12% et demi. Bon, la tendance est maintenue, on est au-dessus de M7, on est au-dessus de M20. En hebdo, je crois qu'on fait la plus belle clôture hebdo depuis la semaine du 27 mai. Donc bon, bah, très clairement, le titre qui reste très bien orienté, un beau non-croisement haussier qui est en train de se mettre en place en hebdo. Du coup, là, peut-être pour donner un point d'achat, pour peut-être gratter 10-15% en mode spécu ou en mode accélération, je pense que bah, c'est une zone, hein, mais ça fait quand même un moment qu'on travaille là. Il y a un peu des news qui peuvent être, qui sont attendues. Je pense que le jour où on arrive un petit peu à s'extraire de ces 17 €, 17,50 € pour les plus «frileux» entre guillemets, je pense qu'il y aura moyen de chercher assez rapidement les 20 sur Medincell. Voilà un petit peu, et puis sinon maintenant on peut se noter aussi qu'à court terme, les 14,40 € font résistance.
Fonds support, pardon. Donc pourquoi pas se servir aussi de cette zone-là pour passer à l'achat s'il fallait qu'on y retourne à court terme. À noter aussi qu'on a un petit peu des volumes un petit peu plus faibles là depuis quelques séances. Voilà, ce qui témoigne un petit peu en théorie d'une baisse de la volatilité aussi, technique à court terme. C'est-à-dire quand je dis technique, c'est entre deux bornes, borne basse, borne haute, baisse de la volatilité, c'est-à-dire que les mouvements se font un petit peu moins rapidement. Osé Immuno, bon pareil qui s'est fait un peu déglinguer là, vendredi dernier, qui perdait je crois, sur la séance, qui perd, un truc du genre, 8%. Hem, Même non, en réalité même plus, qui perdait quasiment 10%, au final vendredi, qui a ouvert encore en baisse, lundi de 5% avant de réussir à se reprendre. Bon pareil, on était pas loin voilà, je pense le marché à court terme surveille du coup ça maintenant. La zone des 6,50 € en support. Ce qui est bien, alors c'est un peu poussif là, j'ai pas du tout aimé la bougie de mardi là, ça aurait été bien qu'on arrive tout de suite à reprendre la même 20. On voit que c'est un petit peu plus poussif, un petit peu moins propre que Medincel, un petit peu moins performant, mais on prend quand même la même 20 et si on se met en UT de temps, moi c'est un truc que j'en ai beaucoup parlé sur le salon aussi là, en UT de temps 1 heure, on voit bien ce qui bloque à court terme, c'est la zone des 7,20 €, 7,30 €. Donc le jour où on arrive à repasser cette zone-là à la hausse, bah, pourquoi pas, là il y aura un beau move à... Voilà, on peut se mettre un ASD au-dessus de 7,25, 7,30 pour viser 8 € dans un premier temps, qui peuvent venir assez rapidement, et après pourquoi pas les 8,50, 8,60, voire plus sur le titre qui reste voilà, très haussier aussi en hebdo, et très propre aussi voilà, en mensuel, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le titre, ça plafonne, mais il manque pas grand-chose pour aller voir plus haut. Peut-être une autre belle news à venir à court terme. Nexan, pas grand chose à dire, on continue l'ascension. Bravo si certains d'entre vous ont réussi à en choper là lundi sur la fermeture du gap dont on parlait la semaine dernière à 107, le gap des résultats. On reprend une grosse dizaine de pourcents depuis. Il y a des mouvements quand même assez intéressants hein, sur des valeurs qui restent. Nexan, c'est quand même une big cap. Prendre 12% comme ça en une semaine, ça arrive pas tous les jours. En tout cas, bon, le titre pareil. Hein, très haussier en hebdo, magnifique la bougie d'ailleurs. On voit une hausse des volumes. Nexans, c'est vraiment un titre que j'ai envie d'avoir en portefeuille. Mensuel, pareil. Et puis on voit à quel point on est en train d'exploser les plus hauts historiques. Thales, bon, ça stabilise, il se passe pas grand chose. On est voilà, à proximité d'une zone d'achat entre 140, 130, 138,50 et 142. Et là, on pourrait peut-être avoir un petit signal de reprise à court terme si on passe à les 148 à la hausse. Hermès, elle s'est fait peur, elle est venue fermer son gap là du 1er février. On en parlait déjà la semaine dernière, donc en théorie plutôt un point d'achat. Il y a un autre gap en dessous là au cas où à 1835, 1832 si on y venait. Sur le secteur du luxe, c'est celle qui est la plus résiliente. À voir si maintenant c'est juste un... Pardon, excusez-moi. À voir maintenant si c'est juste un pullback sur l'ancienne résistance qu'on a cassée à ce stade. Pardon, l'ancien support qui ferait résistance, ou si on arrive à repartir direction le haut de range. Euh, Sinon, pardon, assez probable qu'on latéralise entre cette zone. Je sais pas ce que j'ai, je suis un petit peu enroué. Donc voilà pour Hermès, c'est de l'observation à ce stade, je suis pas forcément... bon voilà, acheteur dans ce genre de conditions, si vraiment on fait des grosses bouffées, c'est quand même des dossiers qui, quand on ouvre à -3, -4, ont tendance à être achetés. Euh, Pas grand chose de plus à dire sinon à ce stade sur le titre. Ensuite, pardon, Sanofi. Sanofi, c'est très propre. On avait parlé de ce. Voilà, ça fait un moment qu'on parle de ce breakout là. Là, elle a accéléré avec les résultats, elle prenait 5%. C'était un des seuls titres du CAC qui avait grimpé sur post-publication de résultats. Là, bon, le mouvement récent a fait que le titre a reperdu 5%, est venu faire juste un throwback sur les 92,50 qu'on avait cassé, ce qui était théoriquement un bon point d'achat. Peut-être que certains d'entre vous en ont profité, gagnent déjà 4% sur le dossier. Et Sanofi, mine de rien, qui depuis son... Je sais pas si c'était son avertissement là, le 26 octobre, qui commence quand même à bien se remettre et qui, mine de rien, bah, surperforme bien l'indice parce qu'on n'est plus qu'à 4% des plus hauts historiques et surtout je crois qu'on fait une bonne année. On gagne quasiment une dizaine de pourcents sur l'année, 11% sur l'année. Voilà,
un autre dossier qui surperforme, là où le CAC a un peu plus de mal. Donc la santé, hein, qui est souvent un secteur résilient en temps de troubles. Pour ça que moi j'aime bien. J'ai pas de Sanofi en portefeuille, j'en ai peut-être, sur un des portefeuilles que je gère pour mes parents, faudrait que je vérifie. Hem, voilà, en tout cas bravo si certains d'entre vous ont chopé sur cette zone. Maintenant on sait que les 92,50, 92,60 font support et breakout au-dessus, des 98,20 pour gratter jusqu'au plus haut historique et une accélération derrière. Too Crazy qui a pété son support intermédiaire des 3,95, qui est quasiment venu chercher le bas de range à 3,30 et la même 200, c'est dommage on l'a pas fait, et qui revient faire son pullback sur les 3,95. Donc bon là moi je pense que ce serait top qu'on ait un petit ping-pong qui se mette en place comme ça, là qu'on ait une belle zone d'achat, qu'on revienne sur 3,30, 3,25. Ce qui serait vraiment 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 top, ce serait d'avoir un petit... ne serait-ce que faire le faire en mode mesh avec même voilà, un algo qui viendrait vraiment combler ce gap là à 2,97 là qu'on puisse ne plus en parler et qu'on puisse derrière repartir sur des bases très saines. Là c'est toujours de l'observation, j'attends le bon point. Pour moi l'idéal ce serait vraiment les 3,10, même encore plus que les 3,30. Les 3,10 ce serait déjà vraiment bien et avec un renfort sur 2,95 derrière pour viser une reprise. Je regarde juste s'il se passe quelque chose en hebdo. En hebdo, c'est assez neutre maintenant, on voit le mouvement consolide bien. Donc vraiment de l'observation à ce stade sur Too Crazy. Et après, s'il fallait s'emballer en cas de bonne news ou quoi sur le dossier, on aurait un très gros signal d'achat au-dessus de 5,15 €. Ensuite, Arcos, bon, c'était un petit peu le plan. Elle a publié, on va se mettre en H4 pour y voir un peu plus clair. Bah, depuis le signal qu'on avait donné, nous on avait parlé des 0,105, on avait parlé du signal au-dessus des 0,12. Au plus haut, le titre gagnait 40%. Donc bah, moi j'en avais juste jusqu'au jour des résultats. Donc le 8 ouverture. Donc moi j'ai vendu le restant de ma ligne. J'avais un petit peu allégé là dans la journée de lundi. Je sentais pas trop la journée de lundi. Je me suis dit bon, voilà, la journée de lundi c'était pas prévu. Ça remettait un peu pas mal de plans en question, pas mal de graphes en question. Donc bah moi j'ai allégé durant. C'était quand? C'était cette séance? Ouais, j'ai un petit peu allégé, pendant la séance et puis j'ai revendu le reste à l'ouverture là, au-dessus de 0,16 jeudi post-résultat. En fait, bah, j'ai vu tout de suite ça partait pas, on faisait pas de gap haussier, on n'a pas fait le même type d'ouverture que ce qu'on a fait là le 17 juillet dernier, donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai soldé le restant de ma ligne et au final à plus 40 et quelques. Au final ça m'a bien réussi parce que, bah, derrière le titre a perdu une quinzaine de pourcents. Voilà, donc là, bon, à court terme, moi, le plan, c'était un petit peu de jouer la spécu sur les résultats et pourquoi pas les résultats. D'un point de vue technique, ça reste quand même bien orienté, hein, les résultats étaient plutôt corrects. Il y aura probablement d'autres, vu la config daily, hein, enfin en H4 on le voit un petit peu mieux si on dézoome. Vu la config H4 là, ça reste plutôt propre. On a la même 200 qui est en train de tranquillement repartir à la hausse. Si on revenait entre 0,10 et 0,12, pourquoi pas un bon point d'achat, et sinon gros signal au-dessus des 0,17. CAC 40, on a fait. Eramet très rapidement qui, alors elle pour le coup, elle a fait un profit warning, elle l'a pas fait n'importe quoi. Enfin, c'est Eramet quoi, ça c'est ce qu'il y a de plus, quasiment plus spéculatif sur la côte française. Sur le secteur des big caps, hein, les minières, parce qu'on n'a pas trop de sociétés vraiment. Ouais, enfin non, les minières, c'est vraiment tout ou rien. Quand ça part fort. Quand ça baisse souvent très fort. Les bonnes news sont souvent très saluées. Enfin voilà, c'est un titre qui est capable de faire d'incroyables mouvements avec des amplitudes folles en peu de temps. Donc là, il vient de perdre 40% sur ses plus hauts de juin dernier. Donc moins 40% en 2 mois. Moi, je surveille la zone des 73-74 là, qui, force est de constater, ne tient toujours pas. Ouverture en gap baissier lundi. Bon, alors là, c'est plus un titre qui va falloir. Pour moi, elle est un peu au milieu de nulle part par rapport au mouvement là sur un an. Donc, ça se traite plus un petit peu en mode ultra.
ultra court terme en fait, avec des signaux qui vont vraiment venir des bougies récentes. Donc là, bon, première chose que je vois, c'est que, on fait un double bottom sur les 66,50. Donc sur 66,50, en dessous, bah, il y aurait un signal de continuation baissier. Et sinon, pourquoi pas chercher un breakout pour peut-être jouer un rebond technique un petit peu plus fort, de l'ordre d'une quinzaine de pourcents, je pense, maximum, dans un premier temps, direction la MM20, au-dessus des 70, au-dessus des 71,50, 72 euros. S'il fallait qu'on aille derrière plus bas, moi je regarderais vraiment cette zone des 57,40 € qu'on voit assez nettement sur le graphe. Voilà, on n'y est pas encore, mais s'il fallait qu'on y aille, je pense que ce serait du coup le gros support bien défendu aux alentours des entre 57 et 60 euros. Et si l'or, bah là pareil, hein, si on est sur un titre du CAC qui surperforme très 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 nettement. Euh, Là, il y avait quelque chose à jouer le lundi. On est juste venu faire un appui sur les plus bas, là, post-ouverture enfin, post-séance de résultats. Donc là, on a une zone de, voilà, bon, je l'ai noté, hein, on a une zone de support à très court terme sur les 203-204 euros. Une zone de résistance sur les 210. Je pense qu'au-dessus de 210, il y a quelque chose de fort à jouer. Je pense que c'est un dossier qui a beaucoup de potentiel, qui tient bien, qui vient de rebondir sur une grosse zone qui graphiquement est très propre. Euh, il y a de l'intérêt, il y a l'intérêt de méta sur le dossier aussi. Voilà, bon, un des gros titres du CAC 40 qui, voilà, c'est pareil. Moi, c'est un peu un titre comme Silor, c'est un titre sur lequel je me dis, je pense qu'on a beaucoup moins de risques à l'avoir en portefeuille. Enfin, c'est une valeur qui, pour moi, même à long terme, quasiment peu importe le prix où on l'achète, fait beaucoup plus de sens qu'un titre, j'en sais rien, moi, comme Renault ou comme Stellantis ou même comme STM, qui sont des titres où il y a beaucoup de concurrence sur le marché mondial et qui sont beaucoup plus impacté par les cycles économiques. Voilà, un titre comme STM, un titre comme Essilor, bah, c'est un peu comme Airbus en fait. Il y a pas de leader mondial, il y a pas vraiment de. C'est assez difficile à concurrencer. Il n'y a pas vraiment de concurrence à cette, comment je peux dire, à cette échelle. J'ai envie de dire, il y a pas vraiment. C'est encore même mieux qu'Airbus parce que Airbus, on pourrait se dire bon, ok, ils ont une grosse part du marché mondial, mais il y a Boeing qui fait la même taille. Il y a eux deux, voilà, ils se chamaillent le marché. Et Silor, de la taille des Silor, il y a personne, je crois, si je dis pas de bêtises. Et surtout, voilà, c'est un titre que j'ai du mal à voir, en fait, ne pas continuer de faire de la croissance long terme. On n'est jamais à l'abri, voilà, en cas de récession, mais ça restera toujours mieux que plein d'autres dossiers, c'est ça que je veux dire. Parce que, bah, moi, ma génération, par exemple, là, j'ai 25 ans bientôt. Même la génération de mon père qui était donc qui a la cinquantaine et qui voilà, les gens globalement passent de plus en plus de temps devant les écrans, ont de plus en plus de problèmes de vue, beaucoup plus de pathologies liées à la vue. Donc en fait, toutes les sociétés qui sont un peu sur le secteur traitement ophtalmologique, enfin d'optique de manière générale, je pense ont un très très bel avenir devant elles. Et puis bah, Essilor en fait partie. Et en fait, c'est hyper simple comme raisonnement, mais rien que par rapport à ça, c'est aussi simpliste que de dire le nombre de passagers dans le monde tourisme aérien va tripler à horizon 2050. Donc, c'est ce que je disais, j'avais déjà une fois fait l'analyse. Vous prenez le graphe de l'évolution du nombre de passagers dans le monde aérien depuis 1980, ou je sais pas depuis quand on peut remonter, et vous prenez le graphe d'Airbus sur la même période, vous vous rendez compte que c'est exactement pareil. Donc, euh, tout laisse à penser que, en théorie, l'histoire est censée se répéter et est censée continuer. Donc, si le trafic aérien triple à horizon 2050, bah, théoriquement, ou double, bah, théoriquement, Airbus devrait doubler ou tripler par rapport à ça. Voilà, c'est hyper simpliste comme raisonnement, mais historiquement, ça fonctionne. Et si l'or, bah, c'est un petit peu le même raisonnement, c'est-à-dire, j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, on sait que les pathologies se développent encore plus dans des pays asiatiques où il y a énormément de population qui est du coup maltraitée parce que pas de moyens, mais comme ce sont des pays qui sont en plein boom économique et en pleine voie de développement, il y aura
Bah, les marchés vont être colossaux, je pense, dans les prochaines décennies, en Inde, dans les Philippines, Bangladesh, tous ces pays-là. Et donc je pense que voilà, ici l'or typiquement, c'est hyper simpliste comme analyse, mais des fois, vaut mieux faire simple que compliqué. Et je pense que c'est aussi des fois avec le temps, une des leçons que les marchés, marchés nous apprennent. C'est pareil, hein, quand on commence à trader, on a toujours 40 milliards d'indicateurs techniques. Moi, vous voyez, ça fait, j'ai quoi, 25, j'ai investi mes premiers sous à 18 ans, j'ai changé plein de fois de setup, et puis maintenant, ça fait quoi, 2 ans et demi que je fais des vidéos sur Pépitor. Bah, vous m'avez jamais vu changer mes indicateurs techniques. C'est toujours MM200, bande de Bollinger, M7, M20, volume, ça suffit quoi. Mais c'est hyper simpliste, mais ça se travaille avec le temps, et au final, c'est ce qui est le plus efficace pour pas trop s'en mêler les pinceaux. Donc moi, j'aime bien réfléchir le plus simplement possible, le plus efficacement possible la plupart du temps. Et sur Essilor, je pense qu'il n'y a pas besoin de creuser très loin pour savoir que c'est un dossier d'avenir, un dossier, comment dire, où l'incertitude est moins importante que sur à moyen long terme, que sur plein d'autres dossiers du CAC 40. Ouais, Airbus, voilà, je vais pas vous refaire l'analyse, je l'ai refaite. Nous, on avait identifié le bas de range, la 127-128, qui a bien fonctionné lundi. Donc pareil, un dossier qui semble avoir atterri, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. À court terme, voilà, qui malgré un petit peu la faiblesse de l'indice ne rompt pas plus. Donc ça, c'est un élément important aussi à avoir en tête. Donc Airbus qui est dans un range à court terme, hein, c'est pas dit qu'on en sorte là maintenant tout de suite. En tout cas, s'il fallait qu'on fasse une amplitude de plus, bah pourquoi pas, voilà, surveiller cette zone des 127, 128, 50. S'il fallait qu'on en sorte par le bas, je rappelle que la zone des 120 serait une excellente zone de support, et sinon on aurait un signal au-dessus pour venir chercher dans un premier temps le comblement du gap qu'on a laissé ouvert le 25 juin, 24-25 juin, et donc, et donc un potentiel de l'ordre là au-dessus de 137, de l'ordre des 7-8% à court terme, ce qui est pas mal sur un dossier comme Airbus. Voilà, je parle justement de STM. Alors STM, là je veux pas parler, je veux pas en gros, moi ce que je vois souvent revenir, c'est ah purée, STM rebondit pas alors que toutes les autres valeurs micro, comment je peux dire, des semi-conducteurs rebondissent bien, hein. On parlait, je crois que la semaine dernière, on se parlait de ASML ou un truc comme ça. Je disais, voilà, vous voyez les rebonds qu'on a fait, mais bon, moi je trouve que c'est pas étonnant d'avoir des graphes qui sont aussi brusques, aussi durs quand on voit ce que je disais hein, la semaine dernière. Hein, c'était un petit peu mon moment philosophique, mais quand on voit que des titre comme SML, qui est la plus grosse valorisation en Europe, je crois maintenant, la deuxième ou troisième plus grosse, double en moins d'un an. Enfin, je veux dire, il y a rien qui. Il y a rien qui peut expliquer sainement qu'un titre de cette taille. Vous voyez, il y a des valeurs hyper spéculatives. Voilà, il y a rien qui peut expliquer qu'une valeur comme SML. Ces valeurs qui sont tellement énormes, elles peuvent pas doubler. Je veux dire, on peut pas expliquer de manière rationnelle qu'un titre comme SML double en un an. Ils sont pas capables en un an de doubler leur chiffre d'affaires ou de doubler leur rentabilité ou de doubler leur capacité de production. C'est pas possible. Voilà, c'est un peu un effet de marché, et du coup, bah, on a des graphes on a des hausses qui sont pas du tout saines avec des gaps haussiers à n'en plus finir, un titre qui arrête pas de monter, et puis bah, forcément, derrière, ça lâche fort. Euh, et du coup, je pense que c'est des titres sur lesquels beaucoup d'investisseurs perdent beaucoup d'argent parce que c'est tellement des fleurons qu'on se demande comment ils peuvent se faire déglinguer comme ça. Mais ça, encore une fois, c'est l'expérience. J'en parlais aussi sur le salon MTT cette semaine. Moi, je trouve que c'est pas étonnant que des BE Semiconductors, des ASML, voilà, quand ça panique, quand ça vend, bah, que ça ouvre à -10, -12, parce que c'est des titres, bah, quand ça explose, ils prennent +12, +15 en une séance. C'est pas du tout sain à la hausse, mais c'est pas du tout sain non plus à la baisse, mais c'est comme ça. Il faut avoir conscience que souvent, les consolidations, les mouvements baissiers, ils se font au prorata de la hausse qu'il y a eu, quoi. C'est-à-dire que voilà, un titre qui prend 15% ou 20% sur un an, sauf énorme accident, il perdra jamais 10-12% en une séance, quoi. C'est ça que je veux dire. Un titre qui prend 100% en 6 mois, ben dès que ça commence à, voilà, ça peut perdre 20-25% en une semaine, il n'y a aucun problème. Euh, c'est question de, comment je peux dire, construction des mouvements qui étaient pas très sains sur le secteur, je trouve, de manière générale. Voilà, du coup, je vais revenir sur STM. Donc STM qui est un petit peu notre valeur semi-conducteur en France.
globalement et qui, bah, sous-performe très nettement, hein, qui se fait, qui elle ne grimpe pas, ne grimpe pas quand les autres grimpent. Enfin on voit, hein, le graphe est pas du tout, voilà, c'est pas le même, alors à long terme ça reste toujours, voilà, depuis 2019, les plus bas de 2019 on gagne encore, 150 hein, donc il y a pas non plus, péril en la demeure. Après, voilà, depuis 2 ans, c'est clair que c'est un titre qui sous-performe très nettement la plupart des valeurs, en Europe et dans le monde. Pourquoi? Pour la simple et pourquoi là elle se fait déglinguer et qu'elle rebondit pas par rapport aux autres? Bah, moi l'explication c'est que c'est un titre qui est très sensible à, l'industrie auto. Une grosse partie de leur chiffre d'affaires, provient de l'industrie auto et puis l'industrie auto qui souffre en ce moment. On le voit avec Stellantis, on le voit avec, Ford aux États-Unis. Donc là, le titre qui depuis fin juillet vient de perdre 30 en ligne droite, c'est vraiment c'est sidérant. Donc bon, c'est pareil, hein, dès que ça va aller mieux, on aura des rebonds, ouais, bah, après il peut encore en perdre 30, c'est ça le truc, c'est ça le problème. Mais le jour où ça rebondit, ça peut rebondir assez fortement, c'est voilà, on vient de laisser la 3 gaps, se prendre 3 gaps baissiers dans les pattes, il y a un moment, va falloir quand même rebondir. Moi, je note 2 choses, c'est que à très court terme, là, on vient de faire un double bottom sur 25,90, on va dire. Si vraiment vous voulez tenter quelque chose, je pense qu'il y a aussi un très bon ratio gain-risque et surtout si vous êtes investisseur long terme, je vais me mettre en j'ai horreur enfin voilà, des graphes remonter sur des graphes en unité de temps aussi longue que l'unité de temps annuelle, mais s'il y a l'historique, pourquoi pas? Et là, regardez ce qu'on remarque. Ah, on est quand même sur, là, on est sur de la grosse zone là quand même. Donc je me dis: «Est-ce que le titre aurait pas fait, sauf catastrophe sur les indices, est-ce que le titre aurait pas fait un point bas là, court terme, long terme, après avoir perdu quand même, depuis ses plus hauts historiques de 2023, après avoir perdu 50 quasiment?» Voilà. Voilà, je dirais pas plus, je dirais, en plus la zone elle se voit quand même aussi un petit peu en si on se met en hebdo là, on voit un peu pareil. Bon le graphe est vraiment dégueulasse, hein, quand même, hein, faut dire ce qu'il est. Bon la bougie hebdo est on est dans le vert mais on finit en baisse quand même. Ça laisse présager peut-être un peu de bon pour la semaine prochaine. Affaire à suivre. Allez, Clariane, j'accélère pour la fin. Alors Clariane, moi ce que j'aime bien, c'est que pareil, on est sur un titre qui est assez volatile, mais globalement je trouve surperforme l'indice, hein, ne fait pas de ne fait pas de plus bas là où quand les indices en ce moment font des plus bas. Je crois qu'on est juste on est juste rentré sur le dossier là, j'avais anticipé le breakout, anticipation de breakout là jeudi, je crois qu'on est juste rentré sur le dossier sur MTT, peut-être un petit peu trop tôt, je m'attendais à ce que ça aille un petit peu plus vite. Alors ce qui est très intéressant, c'est que là on a vraiment un titre qui compresse, qui congestionne et vu la tronche du graphique, avec le support des 1,63 là juste en dessous, le titre qui fait pas de nouveau plus bas là depuis un moment, qui semble vraiment avoir trouvé une grosse zone de support vu la congestion. Je pense que sauf gros accident sur les indices, il y a quand même une probabilité assez forte qu'on sorte par le haut de tout ce bordel et que ça puisse accélérer assez fort, hein. Clariane, elle peut y aller. Moi, vous voyez, j'ai tracé deux zones d'objectifs. Sur les cours actuels, ça fait plus 30%. Elle est capable de le faire en quelques séances, hein, si vraiment ça part vite. J'aime vraiment cette congestion là avec les bandes de Bollinger qui sont vraiment en train de se refermer. Je pense que c'est un titre que je vais avoir envie d'accumuler dans cette zone-là. Donc bon, là, on est rentré une toute petite ligne au-dessus de 1,95, je crois. Euh, Voilà, s'il fallait qu'on revienne sur un 80, je pense que c'est plus un titre sur lequel je vais avoir envie d'accumuler. Et l'idée, ça va vraiment être de jouer la sortie par le haut. Et je pense que quand ça va arriver, ça peut péter fort. Je regarde en hebdo s'il y a quelque chose à dire. En hebdo, c'est intéressant aussi. On voit bien là, bougie intéressante là avec une mèche basse. On tient la M7. On a un peu, on pourrait faire un non-croisement aussi M7 M20. Il faudrait juste que ça se fasse avant que les indices se pètent la gueule. S'il fallait que les indices se pètent la gueule. Voilà pour Clarion. En tout cas, bon, c'est baissier, hein, long terme, moyen terme. Court terme, il y a un petit peu de mieux, mais je pense qu'il peut y avoir un gros mouvement à jouer sur le titre. Bon, Vallourec, pas grand chose à dire, hein, le titre à court terme est un petit peu plombé. Cette zone des 13 € en gros support, cette zone des 14,50 en résistance désormais, ça risque de faire un petit peu ping-pong dans la zone. Et s'il fallait qu'on aille plus bas, je surveille toujours ce support oblique haussier. Ah ouais, je vois qu'on est déjà, j'ai un peu parlé longtemps encore, on est déjà 45 minutes de vidéo. Stellantis, c'est un petit peu le même. Voilà,
en prenant plus d'historique, on est un peu au milieu de nulle part. Je vois pas vraiment de, vous voyez, hein, je vois pas vraiment de zone très claire. Par contre, à très court terme, pareil, on a un titre un petit peu qui vient de perdre 25% en ligne droite, qui perd depuis ses plus hauts historiques, un peu comme STM, hein, qui perd 45%. Donc on est vraiment sur les deux titres du CAC qui sous-performent là cette année. Par contre, à très court terme, voilà, c'est un petit peu si vous voulez intervenir sur le dossier, je pense que c'est des dossiers qui en cas de rebond peuvent avoir des grosses, peuvent assez facilement prendre 15, peut-être même 20% quoi. Hem, du coup là, on est en train de dessiner un support sur les 14. En train de dessiner un support sur les 14, donc pourquoi pas, évidemment on n'est pas à l'abri de continuer à baisser, hein, vu la tronche du graphique, mais voilà, là on a le marché nous donne quand même quelques indicateurs qui rendent un rebond probable à court terme et surtout avec un ratio gain-risque vachement à votre avantage. Donc la zone des 14 €, pourquoi pas pour tenter quelque chose avec un stop assez voilà, peut-être 2%, 2% et demi si vous visez 10-12. Vous cessez un petit peu de marge, voilà, il est capable de purger un petit peu, aller chercher des stops avant de repartir. Le marché est assez vicieux pour ça. Voilà, en tout cas, bon, on est loin d'être en tendance haussière, mais je trouve que à court terme, ça commence de nouveau à se regarder un petit peu. Et enfin, je termine avec Poxel. Alors Poxel, un dossier que ça faisait un moment que j'avais pas suivi, que j'avais beaucoup tradé fut un temps, sur lequel j'avais fait pas mal de, je sais plus quel mouvement j'avais tradé peut-être à l'époque. Je crois que c'était peut-être ce move là où j'avais un petit peu ça me parle, là, juillet dernier, je crois qu'on avait joué un petit peu la sortie du truc, là, et on avait pris une cinquantaine de pourcents. Depuis, je l'avais plus trop regardé. Moi, ce que j'aime bien, déjà, le premier truc que je peux dire sur Poxel à court terme, c'est que déjà, on est sur un. J'avais tracé une oblique comme ça, mais ça me paraît un peu compliqué. Voilà, si on prend du recul sur un an et demi, on remarque que c'est quand même un dossier qui était tendance baissière et qui s'est bien neutralisé depuis un moment. Donc là, on a un petit peu là, je reprends ce qu'aime bien dire des fois Nicolas Chéron, la théorie du phénix, hein. En fait, bon, lui il appelle ça comme ça, mais c'est plus de les vagues d'Elliott, où voilà, en gros, hein, la théorie c'est un titre, il peut pas passer de baissier à haussier comme ça sans passer par une phase neutre. En tout cas techniquement, hein, sauf si excellente news, par exemple c'était le cas de Médian Technologies, un truc voilà, qui change un petit peu qui démontre au marché que c'était vraiment trompé. Là, moi ce que j'aime bien sur Poxel, c'est la longueur en fait des phases, le temps dans lequel on reste dans chaque phase, ce qui prédit ou présage derrière le jour où, en théorie, le jour où derrière on va se retourner en mode haussier, bah, ce sera une phase qui sera aussi longue aussi importante que la phase neutre et la phase de baisse. Donc on pourra se dire que le jour où ça se retourne, moi vous voyez un peu, en fait ce graphe là de Poxel, il me fait un petit peu penser, parce que je tradais déjà le dossier à ce moment-là, maintenant qu'on en parle, à Médian Technologies, je peux pas remonter plus loin, je vais me mettre en weekly. Là, en fait, ici. Je vais zoomer. On avait eu cette grosse phase de baisse et d'un coup, on avait une phase de latéralisation pendant des mois et des mois. Et puis le titre, à un moment, était parti et avait pris, je crois, je sais pas, 1500% en un an et demi, un truc comme ça. Genre, sans sais rien, j'avais vraiment tradé en plus le titre. Ouais, 1500, j'abuse, mais elle avait pris 700%. Bref. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu le phénomène. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que là maintenant, on est vraiment en mode la MM200 qui est en train de se retourner, qui était baissière, qui s'aplatit, qui se retourne. Voilà, il y a pas mal d'indicateurs qui me font dire le dossier est intéressant. Il est peut-être pas intéressant là exactement maintenant, mais je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura des choses à faire sur Poxel. Allez, on a 50 minutes de vidéo, je vais essayer de finir quand même assez rapidement. Moi, ce que j'aime bien là maintenant à très court terme sur le titre, à vraiment à très court terme, c'est qu'il y a eu une belle news là lundi, qui a été mercredi, enfin qui a été saluée mercredi avec des beaux volumes et qui a été derrière complètement vendue, qui a été revendue tout de suite les 2 jours suivants. Ce qui est très intéressant, c'est que la news, on a effacé la news, qui est plutôt une bonne news. On est sur un niveau de valorisation qui est pas, je crois qu'on doit être à 30 millions et quelques sur une biotech comme Poxel. Voilà, on est vraiment sur un titre qui peut facilement flamber si ça repart quoi.
ce que je juge plus probable que l'inverse, hein, sauf évidemment mauvaise news dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, hein, le graphe milite dans cette optique-là. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, là, la baisse est OK parce qu'on est juste venu refermer le gap là, qu'on avait laissé ouvert, quasiment. En daily, on est venu le fermer. Et, et on est sur la même 7, on est sur pas loin de la même 20 et il y a des volumes. Donc là, je pense qu'il y a quand même de fortes chances que le titre rebondisse depuis cette zone-là, lundi. S'il fallait qu'on aille plus bas, moi je surveillerais la même 20 et la zone là peut-être comprise entre 0,55 et 0,57. Et moi surtout ce que j'aime bien aussi, encore plus, c'est le graphe hebdo là. Moi ce graphe hebdo, je vais vous dire, pareil, il faut toujours avoir un petit peu des historiques de certains titres parce qu'au final on se rend compte que c'est toujours la même chose. Je vais vous montrer le même exemple là que j'ai en tête de ce qui s'est passé sur un titre qui avait un peu la même config. Et franchement, je trouve que là, on est sur quelque chose qui est assez, qui est vraiment propre quoi. Vraiment, je peux voir un truc comme ça en hebdo quoi. Voilà, moi je pense que c'est un graphe. On est peut-être quelques semaines trop tôt, mais là, le jour où ça pète, vu les volumes qui rentrent là, je pense vraiment que là, je pense vraiment qu'il y a un gros coup à jouer à court terme. Là. Je pense que d'ici la fin de l'année, là, il y a un gros coup à jouer sur Poxel. Évidemment, elle peut très bien perdre 50% en cas de mauvaise news ou quoi. C'est pour ça que je dis faut pas faire n'importe quoi, faut vraiment voir le signal. Là, je viens de vous donner deux zones. Après, si vous voulez un signal un peu plus au-dessus des 0,75, 0,80 et au-dessus des 0,93, je pense que vraiment c'est un titre qui aurait déjà le potentiel hein, pour donner des objectifs. Déjà en hebdo, je verrais bien cette zone d'1,50 €. Et après, on n'y est pas du tout, mais on sait jamais. Pourquoi pas si ça doit s'emballer, pourquoi pas les 2,60. Voilà sur Poxel. Moi j'aime bien là, les gros volumes, le fait qu'on échoue encore sur cette zone des 0,70 avec la config hebdo qui est bande de Bollinger hyper resserrée. On voit vraiment cette congestion, hein, donc le jour où ça sort fort. Je regarde juste si en mensuel. Et en mensuel c'est pareil. En mensuel on commence à arriver aussi un petit peu au bout du tunnel. Moi, je vais vous montrer exactement voilà, exactement à quel dossier je pensais en hebdo. Et on l'a beaucoup tradé. C'est un titre sur lequel j'ai gagné beaucoup de thunes l'année dernière. Enfin, beaucoup de thunes. C'était pas des lignes énormes, mais sur lesquelles j'ai fait des belles performances en valeur absolue. Moi, ça me fait un peu penser là, la config. Allez, c'est pas tout à fait pareil, mais ça me fait un peu penser à Serinov. À Serinov en hebdo qui avait son support qui avait, vous voyez, la congestion là, avec les bandes de Bollinger, et puis un jour, bam, on en sort par le haut, et là, bon, là, la diff, c'est qu'il n'y avait pas eu de gros volume. Elle est sortie par le haut, et vous voyez, derrière, après, le titre a pris 200% en ligne droite. Ou alors c'était plutôt en mensuel la config, voilà, c'était plutôt en mensuel. On avait un peu le même type de config, et vous voyez, derrière, bam, cette congestion, et bam, le jour où on en sort, ça peut accélérer assez fortement. Donc c'est ce que c'est ce que j'ai envie d'anticiper sur Poxel. Je suis pas sûr d'avoir raison, mais c'est ce que je vais chercher à anticiper sur Poxel. Et, et voilà. Et d'ailleurs, bah, soit dit en passant, série 9 qui a retracé une grosse partie de son mouvement, enfin tout son mouvement haussier en fait qu'elle a fait là entre 2023 et fin 2023 et qui revient sur une grosse zone de support. Donc voilà pour Poxel, voilà pour ce que j'avais à dire là cette semaine. Je sais que c'est une longue vidéo, mais toujours beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.